Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé de microéconomie et de microéconomie du monopole. Alors, c'est un exercice un petit peu plus difficile que d'habitude, donc c'est un exercice qui va vraiment vous préparer à vos examens, hein. Si, bien sûr, dans votre programme, vous devez réviser le cas du monopole. On va parler même de monopole multi-établissement, peut-être que vous en avez entendu parler, de monopole naturel. Donc vraiment, c'est un exercice qui est vraiment pas mal, je trouve. Comme d'habitude, vous avez le lien de l'exercice en description, hein, en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur l'énoncé de l'exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause pour le faire par vous-même ou bien lire tranquillement l'énoncé avant de regarder la correction qui va suivre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'entreprise Total Gaz est en situation de monopole. Bon, ça commence bien. Oui, je sais, certains disent monopole, ça dépend. Elle est confrontée à une fonction de demande de la forme suivante. Donc on donne les quantités en fonction du prix. Et on nous dit donc QD, bien sûr, la quantité de demande, égale à 30 moins 1 demi de P. La fonction de coût total de son usine est CT de Q égale 1 quart de Q carré plus 15Q. Bien, bon. On a déjà les deux informations essentielles pour tout exercice de microéconomie du monopole, la fonction de demande et la fonction de coût total. Première question classique, calculer le prix, la quantité produite et le profit de l'entreprise. Quelle est la valeur du surplus social? Comparer l'équilibre avec celui que l'on obtiendrait en concurrence pure et parfaite. Voilà, déjà, ça va bien nous occuper, hein, rien que cette première question. Alors, en monopole, bon, je ne fais pas de cours, hein, je considère que vous connaissez votre cours et vous connaissez vos formules, etc. En monopole, on maximise le profit lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. Comment déterminer la recette marginale? Vous allez prendre la fonction demande et vous allez exprimer P en fonction de Q. Donc je veux la même fonction de demande, mais je veux interchanger les variables. Donc on y va, on aura Q moins 30 égale moins 1 demi de P. Et donc P égale moins de Q plus 60. Ok. Comment déterminer la recette marginale à partir de ça? Eh bien, il suffit de multiplier le coefficient directeur de la fonction par 2. Ici, nous avons une expression qui est affine, du type AX plus B. Et donc la recette marginale, il suffit de multiplier par 2 le coefficient directeur ici. Et uniquement le coefficient directeur, ça c'est la première remarque que je veux faire, uniquement le coefficient directeur. Et vous devez toujours utiliser la fonction de prix. Toujours, hein. C'est-à-dire celle qui donne le prix en fonction des quantités. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, hein, c'est pour déterminer la recette marginale. Donc ne commencez pas à me dire que la recette marginale c'est Q égale 30 moins 1 demi fois 2, donc moins P. Hein. Non, 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 non. On prend la fonction de prix. Et le coût marginal, bah, vous savez bien que le coût marginal c'est la dérivée du coût total. Donc 1 quart fois 2 ça fera 1 demi, donc je vais l'écrire comme ça. Ça fera 0,5Q plus 15. Ouais, ça va pour ça. C'est le début, hein. Vous ne devez pas avoir de mal avec ça. Hein. Sinon, ça va être compliqué pour la suite de l'exercice. Bien, j'égalise les deux. Donc, moins 4Q plus 60 égale à 0,5Q plus 15. Je considère que vous savez résoudre ce genre d'équation. Permettez-moi de donner tout de suite la valeur. Donc, la quantité à l'équilibre du monopole sera de 10. La quantité à l'équilibre du monopole. C'est-à-dire que pour que le monopole maximise son profit, il doit produire 10 unités. Oh, enfin, les unités, ça peut être n'importe quoi. On passe, c'est quoi? Total gaz, oui. Donc c'est forcément des unités de gaz. Ouais.
Alors, comment je vais trouver le prix? Bah, c'est simple, hein. Le prix, je remplace dans la fonction de demande, dans la fonction de prix. Donc, P égale moins 2 fois 10 plus 60, ce qui fait 40. Donc ça, c'est le prix que pratiquera le monopole à l'équilibre. 40, je sais pas, 40 euros. Alors, on nous demandait, oui, on nous demandait de calculer le profit aussi de l'entreprise. Bon, je vais devoir effacer, mettez sur pause hein, si vous n'avez pas eu le temps. Enfin, je ne vais pas tout effacer, mais je vais effacer le début. Alors, le profit, c'est P fois Q moins les coûts totaux, c'est T de Q. Donc, le prix, c'est 40, la quantité, c'est 10. Le coût total, je connais sa fonction, je n'ai qu'à remplacer Q par 10. Donc, 1 quart fois 100, plus 150, et vous allez obtenir 225. Donc ça, bien sûr, 225, c'est considéré comme le profit maximum. Hein? On va faire une représentation graphique, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas demandé, mais ça va nous aider. Enfin, je sais pas, attendez, question 2, c'est pas... Non. Mais on sera entre guillemets obligé pour bien saisir. Surtout pour la notion de surplus. C'est important. Ça va? Alors, on va représenter donc la situation du monopole, et puis ensuite on nous demande de comparer avec l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Donc, on représentera aussi graphiquement l'équilibre de concurrence pure et parfaite, et on déterminera les valeurs de l'équilibre de concurrence pure et parfaite, pour ensuite pouvoir comparer les surplus. Hein, on fera un tableau pour les surplus. Bon. Alors, bon, vous savez que je ne suis pas le plus grand expert des graphiques. Hein. Bah, disons que sur un tableau blanc. Quoi. Donc, vous représentez la fonction de demande. Commencez. Elle aura quelque chose comme ça. Elle aura cette allure-là, on va dire. Donc, on peut représenter la recette marginale. C'est la moitié. Alors, le coût marginal, c'est une fonction linéaire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, on commence à... Donc, le minimum, si Q vaut 0. Donc, ici, on sera à 15. 1,5. Hop, là, on a le coût marginal. Et donc, on a l'équilibre qui est ici du monopole. RM est égal à CM. On est d'accord, hein? Recette marginale égale coût marginal. Donc là, on aura la quantité de monopole, c'est-à-dire on aura les 10 unités. Pour le prix, on remonte sur la fonction de demande. Ici, on aura 40. Donc là, on a le prix du monopole. Là, on a la quantité de monopole. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, celui que j'ai pas mis, c'est quoi? Bah, c'est la recette marginale quand Q est égal à 10. Ouais. Alors, on va la déterminer, on en aura besoin. Donc, je cherche la recette. La recette marginale quand Q vaut 10. Vous avez la fonction de recette marginale, hein, c'est moins 4Q plus 60, n'oubliez pas. Ça fait 20. Vous allez trouver 20. Oh, ça va, je suis plutôt à l'échelle, pour une fois. À peu près, bon. Pas tout à fait, mais ça. J'ai trouvé 20, donc là on a 15. Alors ce qui serait bien, c'est de déterminer ce point-là, le maximum. Mais ça, c'est quoi ce point-là? Bah, c'est quand Q vaut 0 dans la fonction de demande. Donc on remplace Q par 0 ici. Donc on aura 1,5 de P égale 30 et donc P égale 60. Hop là. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour ensuite déterminer mes surplus. Alors, l'équilibre de concurrence pure et parfaite, il va se trouver où?
Eh bien, je vous rappelle qu'en concurrence pure et parfaite, l'équilibre est obtenu lorsque le prix est égal au coût marginal. Bien sûr, le prix est représenté par la fonction de demande. C'est logique, hein? On détermine toujours le prix par rapport à la fonction de demande. Donc, graphiquement, la CPP, l'équilibre de CPP, ce n'est rien d'autre que l'intersection. Oui, je sais que vous allez vous dire, mais vous allez un peu vite, vous ne faites pas de cours, parce que j'ai déjà fait des vidéos de cours où j'explique tout ça en détail, en détail, en détail. Donc, allez dans la playlist microéconomie, et vous avez une vidéo qui s'appelle la maximisation du profit dans le cas du monopole. Et une deuxième vidéo, c'est l'inefficacité du monopole par rapport à la concurrence pure et parfaite. Ce sont des grosses vidéos où j'explique tout. Donc, n'hésitez pas si vous ne savez pas tout ça. Donc, c'est l'intersection entre la demande et le coût marginal. Il est ici l'équilibre de CPP. Bien sûr, je ne connais pas encore ces valeurs. Donc, intersection entre la demande et le coût marginal, entre le prix et le coût marginal, c'est pareil. Alors, on rappelle la fonction de demande, donc P de D, la fonction prix. On a trouvé moins 2Q plus 60. Ah, c'est celle-ci, hein, mais c'est le prix en fonction des quantités. Et je rappelle que le coût marginal, c'est 0,5Q plus 15. Ouais. Donc, pour trouver l'équilibre concurrentiel, on égalise les deux. Donc, moins 2Q plus 60 égale 0,5Q plus 15. Vous résolvez et vous trouvez la quantité concurrentielle. Vous allez trouver 18. Et vous calculez P de 18 dans la fonction de demande. Donc ça fait moins 2 fois 18 plus 60. Et vous allez trouver le prix concurrentiel de 24. Ça va? Et on n'a pas encore répondu à la première question. Alors, est-ce qu'il y a, on va dire, un léger moyen de vérifier plus ou moins ces résultats? Bah oui, parce que la quantité concurrentielle doit toujours être supérieure à la quantité monopolistique. Et le prix concurrentiel doit toujours être inférieur au prix du monopole. Donc c'est bon, hein, on est cohérent. En plus, 24 se trouve bien entre 20 et 40. Ok. Donc le prix concurrentiel est bien inférieur, la quantité est supérieure. C'est bon, normalement, on n'a pas fait d'erreur. On va donc pouvoir passer au surplus. Alors, vous avez vu la question, c'est donc quelle est la valeur du surplus social? Enfin, le surplus total, hein, c'est pareil, ce sont des synonymes. Et on demande de comparer l'équilibre du monopole avec l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Bon, on a déjà donné une information, c'est que la quantité en concurrence est plus grande et le prix est plus faible. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi comparer les deux surplus. Le surplus en monopole et le surplus en concurrence pure et parfaite. Parce que pour pouvoir juger de l'efficacité économique d'une situation de marché, la méthode des surplus est quand même la méthode la plus recommandée. Elle permet vraiment d'évaluer la satisfaction globale des participants sur le marché et puis ensuite la satisfaction spécifique aux consommateurs et aux producteurs. Donc quand on vous pose toujours la question, comparer l'équilibre d'un monopole, ou bien on verra dans d'autres vidéos, on fera aussi des vidéos sur les duopoles, le modèle de Cournot-Nash, les choses comme ça, avec l'équilibre de concurrence pure et parfaite, pensez tout de suite au surplus. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc notez-le, hein, ça si vous ne le saviez pas.
Bon, là, il y a une indication parce qu'on vous demande d'abord de trouver la valeur du surplus total en monopole. Donc, c'est que forcément, vous allez devoir le comparer avec le surplus de la concurrence, mais si on ne vous précise pas, n'hésitez pas à passer par les surplus. Allez, je vais faire un tableau. Pareil, hein, j'avais expliqué les formules, les formules des surplus lorsque nous avons des fonctions linéaires et affines. Enfin, là, on a des fonctions affines. Alors, donc là, on analysera la situation des CPP, là, la situation du monopole, donc le surplus des consommateurs, le surplus des producteurs, et ce que nous appelons le surplus total ou le surplus social, c'est la même chose. Alors, j'avais dit dans cette vidéo là de cours que, en fait, regardez, le surplus des consommateurs en concurrence, c'est en fait, c'est le triangle rectangle qui est ici. C'est ça. Je le fais pour le surplus des consommateurs, après, je pense que vous aurez compris. Voilà, en fait, en concurrence, le surplus des consommateurs est donné par ça. C'est la différence entre la demande maximale, et le prix maximal et le prix d'équilibre, jusqu'aux quantités d'équilibre. Et en fait, c'est tout le triangle rectangle. Donc, vous devez calculer l'aire du triangle rectangle. Mais l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Tout ça, allez voir la vidéo cours, hein, si vraiment vous voulez bien comprendre ces bases-là. Là, on est dans une vidéo exercice, donc on pratique. Donc, là, je répète comme ça rapidement, mais donc l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Oh, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, on aura la longueur, on va dire, c'est 60 moins 24. Multiplié par la largeur, c'est la quantité, hein, c'est de 0 jusqu'à QC, donc c'est 18. Et c'est la moitié, puisque nous, on veut que le triangle rectangle. Donc, on prend la moitié de l'aire du rectangle. Et vous allez obtenir 324. Sinon, vous vous embêtez pas si vous ne voulez pas passer par cette histoire d'air. J'avais donné aussi par la formule. Vous prenez le prix maximal moins le prix d'équilibre multiplié par les quantités divisé par 2. Il faut aussi fonctionner comme ça. Alors le producteur, c'est pareil. Le producteur, c'est le triangle rectangle qui va jusqu'au coût marginal. Hein, c'est le triangle rectangle du bas là. Donc ça va être aussi la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc ici, c'est la différence, donc la longueur, c'est la différence entre 24 et 15. C'est pour ça que vous voyez, les données là qui sont sur l'axe des ordonnées, la valeur maximale, la valeur minimale du coût marginal, sont fondamentales pour pouvoir calculer les surplus. Si vous ne les avez pas, vous êtes bloqué pour déterminer justement les surplus. Donc, la longueur, c'est la différence entre 24 et 15, donc 24 moins 15. La longueur, c'est la même, hein, c'est la quantité. Et on divise par 2. Et ça fait 81. Ouais, ça fait 9 fois 9. Le surplus total, c'est bien sûr la somme des deux, ce qui vous donne 405. Bon, ce qui n'est pas énorme, hein, en soi. Alors, vous pouvez légitimement vous poser la question, mais c'est quoi les unités? C'est 324 €? Non, 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 ce sont des unités d'air. Étant donné qu'on calcule des aires. Donc ça n'a pas vraiment d'unité, ce sont des unités d'air. C'est une aire. Mais bon, plus une aire est importante, plus on considère ici en microéconomie que la satisfaction est importante. C'est logique. Alors, en monopole, on va s'amuser surtout pour le producteur. Pour le consommateur, c'est pareil. Mais vous prenez bien sûr le prix du monopole.
Donc, ça sera la différence entre le prix maximal et le prix du monopole. Donc, 60 moins 40. La largeur, bah, là, on n'ira pas jusque 18. On s'arrêtera aux quantités du monopole. Votre rectangle, il s'arrête à 10. Et on divise par 2. Ça fait 100 tout pile. En tout rond. Première conséquence, le surplus du consommateur baisse en monopole. C'est normal. C'est encore une fois un moyen de vérifier vos résultats. Puisque la concurrence pure et parfaite, c'est la situation de marché la plus optimale pour les consommateurs. Vous verrez même les cas de duopole, le surplus du consommateur est toujours endommagé par l'existence de ce type de marché, qu'on appelle les oligopoles, etc. Alors le producteur, attention. Le producteur, je vais devoir quand même mettre de la couleur. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est la différence entre le prix du monopole, le prix minimal ici du coût marginal, et les quantités du monopole. Donc c'est la surface, donc c'est la différence, regardez bien, entre donc, le prix du monopole jusque 15. Ok? Je m'arrête à 10 en termes de largeur. Donc c'est tout ça là. C'est ce trapèze un peu bizarre là que je mets en bleu. C'est tout ça le surplus du producteur en monopole. Mais c'est normal, hein, parce que le but du monopole, c'est de s'accaparer du surplus des consommateurs. Sauf que pour calculer l'aire de cette figure géométrique, on ne va pas commencer à revenir à des formules trop compliquées. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut scinder en deux. Allez, si je m'arrête à la recette marginale, c'est pour ça que je l'ai calculé tout à l'heure à la recette marginale. Si je m'arrête à la recette marginale, eh ben, j'ai un rectangle entier, et ensuite en dessous, j'ai un triangle rectangle, un demi-rectangle. Donc en fait, le surplus des producteurs, c'est l'aire du rectangle plus l'aire du demi-rectangle. Ça, c'est facile à déterminer. L'aire du rectangle, ça va être... Attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, je vais colorier du mieux que je peux. Voilà. C'est tout ça le surplus du producteur. C'est la différence entre le prix du monopole, le coût marginal et la quantité de monopole. Et donc, c'est toute l'aire qui est en bleu. Donc, c'est le rectangle. Donc, c'est 40 moins 20. Donc, longueur fois largeur. Donc, 40 moins 20 fois la longueur, c'est-à-dire 10. Par contre, ne divisez pas par 2, hein, parce que là, j'ai un rectangle entier. Donc, c'est juste longueur fois largeur. Et le demi, bah là, je vais appliquer la même formule que les autres. Donc, je mets en dessous. Hein. Donc, plus 20 moins 15, multiplié donc par longueur ou largeur, peu importe ce que vous considérez comme longueur ou largeur, multiplié par 10, mais ça, vous divisez par 2. Hein. C'est important. Donc, 40 moins 20 fois 10, plus 20 moins 15 fois 10 sur 2. Et vous allez obtenir 225. Et quand on a des droites, on peut toujours s'en sortir à combiner plusieurs formes géométriques. Donc ça fait un surplus. Donc déjà oui, conclusion, le surplus du producteur augmente. Mais ça, c'est dans la logique du monopole. Par contre, regardez le surplus total, il ne sera que de 325. Donc il baisse quand même. Le monopole augmente ses profits, il augmente son surplus, mais socialement parlant, sociétalement parlant, le surplus reste quand même inférieur à celui de la concurrence pure et parfaite. Nous avons une perte d'inefficacité, plutôt une perte d'efficacité. Nous avons une perte d'efficacité avec le monopole.
nous avons ce que nous appelons une charge morte. Certains l'appellent la perte sèche. Donc la charge morte, la perte sèche, si vous préférez, c'est la perte du surplus total en monopole. Autrement dit, c'est la différence. Donc la charge morte, CM, c'est la différence des surplus. Donc c'est 405 moins 325, ce qui fait 80. Donc le monopole entraîne une perte d'efficacité, donc une perte de surplus, et cette perte de surplus s'appelle la perte sèche ou la charge morte, qui vaut 80 ici. Et graphiquement, alors là je vais colorier en rouge, la charge morte correspond, regardez bien, donc vous avez votre rectangle bleu, et bien c'est le petit triangle qui est à côté là, que je colorie en rouge. Voilà. Oui, vous prenez votre rectangle bleu, et la petite partie qui reste vide, la petite partie qui reste vide à droite, c'est ça, la charge morte. C'est-à-dire que c'est du surplus que nous avons en concurrence pure et parfaite, mais que nous perdons en monopole. Je laisse recopier tranquillement. Bien, mettez sur pause. Je vais mettre un peu de nettoyant, sinon. Ce sont des nouveaux feutres, donc ils bavent un peu plus. Voilà. Alors, question 2. Alors, attention ici. On va parler donc de multi-établissement. L'entreprise s'étend et ouvre 2 nouvelles unités de production dont les coûts sont les suivants. Donc, celle-ci, regardez les coûts. Celle-ci, on la qualifiera de CTA. CTA de QA. Et maintenant, donc, nous avons CTB de QB. Donc, 1 demi de QB carré plus 11 QB. Et CTC de QC. Bon, ça va. 2 QC carré. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le monopole, notre monopole, il n'avait qu'une usine, celle-ci. Et il en ouvre deux autres, que voici, dont les fonctions de coût total sont données ici. Donc en gros, le monopole, il a 3 établissements. C'est pourquoi nous parlons de monopole multi-établissement. 3 établissements, 3 usines, peu importe. Donc monopole multi-établissement. Qu'est-ce que ça signifie ça, que le monopole a plusieurs établissements? Ça veut dire qu'il y aura 3 productions différentes. Une production dans l'usine A, une production dans l'usine B et une production dans l'usine C. Ok? Parce que l'entreprise n'est pas censée produire la même quantité dans chaque usine. Pourquoi? Pourquoi elle ne produirait pas la même chose dans chaque usine, d'après vous?
Bah, parce qu'elle n'a pas les mêmes fonctions de coût total dans chaque usine. Donc si elle veut continuer à maximiser son profit, en égalisant la recette marginale au coût marginal, sachant que le coût marginal n'est pas le même dans chaque usine, elle ne produira pas la même chose dans chaque usine. Ben justement, c'est la question, déterminer les quantités que chaque usine doit produire afin de maximiser le profit total de l'entreprise. Bon, la maximisation du profit, c'est toujours la même chose. Un monopole maximise son profit lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. Ouais, ok, mais là, j'ai un problème avec le coût marginal. Pourquoi? Parce que j'en ai 3. Donc j'ai CMA, 0,5Q plus 15. J'ai le coût marginal de l'usine B, qui vaut combien? Qui vaudra Q, enfin QB, attention, QA, donc là, QB plus 11. Et j'ai le coût marginal de l'usine C, qui vaudra juste 4QC. Donc je suis un petit peu bloqué. J'ai 3 coûts marginaux, mais pour maximiser le profit, je dois en avoir qu'un seul. Eh bien, je vais déterminer ce que nous appelons le coût marginal synthétique. Le coût marginal synthétique. Et là, vous allez écouter attentivement, puisque on va raisonner par étapes pour le déterminer. Première étape. Alors attention, oui, je vous vois venir. N'additionnez pas les coûts marginaux. Hein. Ce sont des fonctions. On n'additionne pas des fonctions comme ça. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer les quantités, on va les appeler les QI, donc QA, QB et QC, hein, en fonction du coût marginal. Okay, les QI en fonction des CMI. Enfin, le petit i, je vais le mettre en haut. Hop, ici. Ok, on va commencer par ça. Alors ici, on aura... Donc maintenant, vous n'êtes plus obligé de mettre CMA, CMB, mettez CM, c'est tout. Donc on aura CM, donc moins 15, égale 0,5 QA. Et donc je vais pouvoir dire que QA, c'est CM moins 15 sur 0,5. Ouais. Bon, divisé par 1,5, ça revient à tout multiplier par 2. Donc écrivez tout de suite 2CM moins 30. C'est mieux. Deux CM moins 30. Bien. Pour B, bon là c'est facile. On aura QB égale CM moins 11. Et QC, on aura un quart, donc 0,25 CM. Oui. Faites toujours comme ça. Dès que vous avez du multi-établissement, est-ce que j'ai besoin encore des coûts totaux? Non. Deuxième étape. Vous êtes d'accord avec moi que la production totale, c'est la somme des productions des différentes usines. Donc ce que produira en tout l'entreprise, c'est QA plus QB plus QC. Eh bien regardez, j'ai QA, j'ai QB et QC en fonction des CM. Là, je peux additionner. Parce que je peux additionner des quantités. Je ne peux pas additionner des coûts marginaux comme ça, à ma guise. Mais les quantités, il n'y a pas de problème. 3 unités plus 4 plus 5, ouais, on peut le faire. Donc, on aura Q égale donc 2CM moins 30 plus CM moins 11 plus 0,25 CM.
on va additionner les CM. Hein. 2, 3, 3,25. Et moins 30, moins 11, ça fait moins 41. Voilà, deuxième étape, c'est fait. Peut-être, vous vous en doutez, la troisième étape consistera à réexprimer CM en fonction de Q. Et là, nous aurons obtenu le CMS, c'est-à-dire le coût marginal synthétique. Donc la troisième étape, c'est la détermination du coût marginal synthétique. Alors, on aura Q plus 41 égale 3,25 cm. Donc CMS égale Q plus 41 divisé par 3,25. Vous pouvez laisser comme ça, hein. C'est pas gênant. Bon, c'est pas terrible. Je vous l'accorde de mettre un décimal dans une fraction, mais c'est pas grave, on est en microéconomie. On ne peut pas pénaliser parce que voilà. Hein. Ok, alors j'ai fait ça pourquoi? Bah, j'ai fait ça pour maximiser le profit du monopole. N'oubliez pas que la maximisation du profit, la maximisation du profit, elle arrive lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. Et comme j'ai un seul coût marginal maintenant, que nous avons qualifié de coût marginal synthétique, je vais donc pouvoir égaliser la recette marginale au coût marginal synthétique. Ouais, je vais le faire. Moi, je vais commencer en bas. Donc, max pi, RM égale CMS. Alors, la recette marginale, ben, elle n'a pas bougé. Hein. C'est toujours moins 4Q plus 60. Égale Q plus 41 sur 3,25. Je vous fais confiance pour la résolution de cette petite équation. Et vous trouverez Q, on va l'appeler Q étoile, égale 11. Donc ça, c'est la quantité totale, hein, attention. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Ce n'est pas la quantité de chaque usine. On va voir comment on va déterminer la quantité de chaque usine. Donc, je vais l'appeler QT étoile quand même pour être sûr. Ah, oui, notez QT étoile pour être sûr. Le prix, enfin le nouveau prix du marché, comment je vais le déterminer? Bah, je remplace toujours Q dans la fonction de demande. C'est toujours pareil. Donc on va trouver 38. Voilà. Donc ça, ce sont les valeurs du nouvel équilibre. Donc en tout, les trois usines produiront 11 unités au prix de 38. Et vous allez calculer autre chose. Vous allez calculer le coût marginal synthétique avec cette formule-là. Donc, le coût marginal synthétique, vous remplacez Q par 11 et vous obtenez 16. Vous allez voir pourquoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces valeurs? Eh bien, vous allez reprendre, pour chaque usine, vous allez reprendre la fonction
quantité en fonction du coût marginal. Vous vous souvenez, c'est juste quelques lignes au-dessus. Pour chaque usine, on avait exprimé les quantités en fonction du coût marginal. Donc, je vais juste renoter les fonctions. Donc, on avait QA égale 2CM moins 30. On avait QB égale CM moins 11. Et QC, on avait 0,25 CM. C'est pas magique? Eh bien, il suffit de remplacer CM dans chaque fonction par 16 et vous obtiendrez les quantités de chaque usine. Donc QA, ce sera 2 fois 16 moins 30. QB, 16 moins 11. Et QC, 0,25 fois 16. Voilà. Voilà pourquoi on a besoin de la valeur du coût marginal synthétique. Alors 2 fois 16, 32. Donc ça fait 2. 16 moins 11, ça fait 5. Et 0,25 fois 16, ça fait 4. Donc l'usine A, l'établissement A produira 2 unités, l'établissement B 5 unités, l'établissement C 4 unités. Tiens d'ailleurs, 5 plus 2 plus 4. Ah bah tiens, ça fait 11. On retrouve la quantité totale d'équilibre. Resistor. Vous voyez, hein, ça c'est un petit moyen de vérifier ces résultats. Et normalement, si vous suivez les étapes comme on les a faites, normalement, vous ne devriez pas avoir vraiment de soucis. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Si vous respectez scrupuleusement, vous faites attention, hein, quand vous faites passer un nombre de l'autre côté, etc. En sachant que la sécurité, elle est dans le fait de simplifier le moins possible. Parce que moins vous simplifiez, et plus vous êtes sûr que votre résultat est correct. Ne jouez pas au petit malin, hein, en se disant ouais, je vais simplifier. Si vous savez le faire, faites-le bien sûr. Bon, alors je vous rappelle lorsqu'on avait un monopole pur, c'est-à-dire c'était l'équilibre de la première question, il n'y avait qu'un seul établissement, une seule usine. On avait trouvé donc l'équilibre était donné par QM égale 10 et par PM égale 40. En multi-établissement, on va l'appeler QE hein, comme établissement, on a trouvé Q égale 11 et P c'est 38. Oui. Et P égale 38. Ce qu'on vous demande dans la question, on vous dit évaluer les conséquences d'une telle production par rapport à la situation où seule l'usine A fonctionnait. Bah, voilà les conséquences. Qu'est-ce que vous remarquez? Bah, le multi-établissement produit plus et produit moins cher. Enfin, il vend moins cher. Ok, donc on vend plus, moins cher. Conclusion, bah, le multi-établissement est plus efficace que le monopole pur. Ah, je vous avoue que une unité en plus, c'est pas non plus oufissime. Hein. Vous pouvez même rajouter, mais on ne va pas le démontrer parce que bon, voilà, ça serait perdre du temps pour rien. Mais vous pouvez même rajouter que en multi-établissement, en fait, le coût marginal synthétique est inférieur au coût marginal du monopole. Hein, donc le coût marginal synthétique, donc le coût marginal du multi-établissement,
est inférieur au coût marginal du monopole pur. Donc ça aussi, c'est un gage d'efficacité supplémentaire. Parce que du coup, on produit moins cher. En moyenne. Enfin, en moyenne, vous avez compris. Ça va. Bon, il y aura une toute petite coupure, hein. Enfin vous n'allez pas la voir, mais parce qu'il faut juste que j'aille. Parce que j'ai plus de temps d'enregistrement. Donc voilà. Bah, en plus, ça tombe bien, on a fini les 2 premières questions. Et donc, à tout de suite. Bien, donc j'ai tout effacé. Bon, il y a peut-être un petit décalage avec le tableau, mais c'est pas grave. Alors, 3e question. Une innovation technologique transforme la structure des coûts en faisant apparaître des coûts fixes importants. La fonction de coût s'écrit maintenant CT de Q. CT de Q égale 10Q plus 200. Alors en effet, on voit ici l'importance des coûts fixes, puisque 10Q, c'est ce qu'on appelle le coût variable, c'est le coût qui dépend des quantités, et 200, ce sont bien les coûts qui sont indépendants des quantités, donc on a bien des coûts fixes qui sont relativement élevés. Le monopole devient-il naturel? Ah, ça c'est une bonne question. Donc ici, on va traiter de ce que nous appelons le monopole naturel. Alors, je vais expliquer ce que c'est parce que je n'ai pas fait encore de vidéo court sur le monopole naturel, donc ça sera l'occasion de le faire dans cette vidéo d'exercice. Alors, le monopole naturel, c'est très simple, c'est une situation dans laquelle, on va dire, le coût moyen du monopole est inférieur à ce qu'il serait si plusieurs entreprises se partageaient le marché. Voilà, ça c'est la définition, on va dire, générale. La définition globale d'un monopole naturel, c'est une situation de marché dans laquelle le coût moyen de l'entreprise est inférieur à ce qu'il serait si plusieurs entreprises se partageaient le marché. Autrement dit, mathématiquement, en fait, le coût total du monopole naturel sera inférieur à la somme des coûts totaux si, par exemple, 2 entreprises se partageaient le marché. Et donc, imaginez-vous, là, vous avez 2 entreprises qui se partagent le marché, elles ont chacune une fonction de coût, eh bien, le coût total du monopole naturel est inférieur à la somme des 2. C'est-à-dire que le monopole naturel, il dispose d'une telle efficacité. Ça peut être lié à de la technologie, ça peut être lié à de la stratégie, d'innovation, tout ce que vous voulez. Il est tellement serein, il est tellement implanté sur le marché, il a une telle efficacité, une telle taille, que rien ni personne ne peut venir le détrôner. En gros, là, je fais la version light, la version simple. C'est pour ça qu'on parle de monopole naturel. Il est tellement puissant, mais pas puissant au sens qu'il peut produire beaucoup, c'est pas ça. C'est qu'il a une structure qui fait que, si on mettait ce marché en concurrence, par exemple, et les coûts seraient bien plus supérieurs. Parce qu'en fait, si on divise par Q, regardez ici, donc si je divise par Q, de chaque côté, donc là on aura le coût moyen inférieur à Cm de Q1 plus Cm de Q2. Donc on retrouve la définition que je vous ai donnée juste avant, c'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle le coût moyen du monopole est inférieur à ce qu'il serait si plusieurs entreprises se partageaient le marché. Vous comprenez la définition? Alors vous allez voir, il y a une deuxième aussi définition, une deuxième application. Et là, je vais faire un graphique pour vous l'expliquer.
Donc, on va prendre un équilibre monopolistique, classique, hein, donc une demande, une recette marginale. Alors là, je vais supposer le coût marginal. Regardez, calculez le coût marginal ici, ça fait quoi? Ça fait 10. Donc le coût marginal, il est constant. Donc on va imaginer que hop, le coût marginal, il est ici. Donc l'équilibre, on a là. Donc là, on a la quantité du monopole. Et là, on a le prix du monopole. L'autre implication d'un monopole naturel, c'est que le coût moyen est toujours décroissant. Le coût moyen est toujours décroissant dans la partie de la demande qui est rentable. Ce qu'on appelle la partie de la demande qui est rentable. Alors, en gros, hein, le coût moyen, on va le tracer comme ça. Voilà. Vous voyez? Il est décroissant tout le long de la partie de la demande. Simplifier, on va simplifier les choses. Enfin, oui, d'ailleurs, je ne devrais pas faire. En fait, il continue à décroître. Voilà. Enfin, à partir d'ici, il devrait réaugmenter. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas important ici la suite. Dites-vous voilà, qu'il est toujours décroissant dans la partie de la demande qui est rentable. C'est quoi la partie de la demande qui est rentable? Bah, c'est quoi la partie de la demande qui est rentable? C'est lorsque le monopole continue à faire du profit. Donc, c'est-à-dire, c'est la partie où le profit est positif. C'est ça la partie rentable. On est rentable si le profit est positif. Or, le profit est positif si la recette marginale est supérieure au coût marginal. Ça, vous devez le savoir, hein, c'est de la théorie, c'est du cours. Bah, regardez. Dans toute la partie où le coût moyen est décroissant, on a bien la recette marginale qui est supérieure au coût marginal. Hein. Oui. La recette marginale est là. Le coût marginal, c'est la ligne, la droite qui est horizontale. Et bien dans toute cette partie donc, où le profit est positif, nous voyons que le coût moyen est décroissant. C'est ça quand je dis que le coût moyen est décroissant pour un monopole naturel dans la partie de la demande qui est rentable, c'est-à-dire dans toute la zone où la recette marginale est supérieure au coût marginal. Et donc le profit est positif. Je vais le noter comme ça. Hop. Partie de la demande rentable. Voilà la définition en gros d'un monopole naturel. Et nous, on nous demande, compte tenu je vais y arriver, de la structure du coût total, peut-on qualifier ce monopole de naturel? Eh bien, il suffira de vérifier si le coût moyen est décroissant. Bien. Donc, pour savoir si le monopole est naturel, nous devons vérifier si le coût moyen est décroissant dans la partie de la demande rentable. Bah, déjà, on va déterminer le coût moyen, la fonction de coût moyen. Donc, je vous rappelle que le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités. Donc, c'est 10Q plus 200 sur Q. Je vais scinder la fraction en deux. Donc, je vais dire que c'est 10Q sur Q plus 200 sur Q. Ce qui fait 10 plus 200 sur Q. Vous vous souvenez, je vais le dire parce que ça peut être intéressant, vous vous souvenez que je vous avais dit que le 10Q représentait le coût variable, ouais, et le 200 représentait les coûts fixes. Eh bien, dans le coût moyen, ici, le 10 représentera ce qu'on appelle le coût variable moyen, et ici, on aura le coût fixe moyen. En fait, ce sont les mêmes appellations, mais avec le moyen en plus. Donc, coût variable moyen, coût fixe moyen. Alors moi, je veux savoir si le coût moyen ici est décroissant, croissant, constant. Comment détermine-t-on
les variations d'une fonction, on utilise le signe de sa dérivée. On va donc dériver le coût moyen. Bon, 10, ça fait 0. Bon, là, vous connaissez vos formules. Je vous rappelle que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Pourquoi je dis ça? Parce que le 200 sur q, vous pouvez l'écrire 200 multiplié par 1 sur q. Donc la dérivée, ce sera 200 multiplié par moins 1 sur q au carré. Ce qui fait moins 200 sur q carré. Je vous laisse deviner comment est le signe de la dérivée. Q carré, c'est toujours positif, et moins 200, c'est toujours négatif. Donc la dérivée est toujours négative. Le coût moyen est toujours, bien sûr ici, hein, dans le cadre de cet exercice, le coût moyen est toujours décroissant. Donc oui, le monopole ici peut être qualifié de naturel, sans hésitation. Surtout que le coût moyen est toujours décroissant. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement décroissant dans la partie de la demande qui est rentable, non, c'est qu'il est toujours décroissant. Donc ça, on pourrait dire, ça renforce encore son côté naturel, son caractère naturel. Ça va? Je vous avais dit hein, que c'était un exercice qui était assez complet. Bien, mettez sur pause. Alors, je vais juste remettre la fonction de demande. Je rappelle que la fonction de prix de demande, c'est 60 moins 2Q. Voilà. C'est pour la question suivante. Alors justement, question suivante. Qu'est-ce qu'on nous demande? Quelles sont les différentes tarifications possibles et leurs conséquences? Alors ça va être aussi une grosse question. Vous savez, quelles sont les différentes tarifications possibles? Le monopole, il tarifie toujours il tarifie selon son objectif de maximisation de son profit. Mais en fait, il pourrait opter pour d'autres tarifications. Alors, bien sûr, on va démontrer hein, mathématiquement avec cet exemple que de toute façon, la meilleure tarification pour le monopole reste celle où il égalise sa recette marginale et son coût marginal. C'est-à-dire, c'est la formule de la maximisation du profit. Mais il pourrait, s'il en avait envie, tarifer autrement sur le marché. Et on va voir toutes ces tarifications, il y en a 4 en tout, et on va les comparer entre elles en termes de surplus. Et vous allez voir, c'est extraordinaire à la fin la conclusion à laquelle on aboutit. Parce que pour chaque tarification, on verra si voilà, le producteur est privilégié, le consommateur est privilégié, et vous allez voir que la tarification du monopole reste la meilleure pour le monopole en question, pour le producteur. Donc 4 tarifications. La première, je l'ai dit, c'est la tarification du monopole. C'est-à-dire que c'est la tarification classique où on égalise la recette marginale et le coût marginal. C'est celle, je le répète, qui est privilégiée par le monopole. Alors, RM, donc recette marginale, fonction affine, on double le coefficient directeur. Donc 60 moins 4Q. Et là, on a dit que le coût marginal... Bien sûr, prenez la fonction de coût total qui est ici, hein, ne reprenez pas celle de la première question. Donc le coût marginal vaut 10. Donc QM sera égal à 12,5.
Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on fera un tableau à la fin où on va tout résumer. Donc, moi, je vais devoir effacer les différentes valeurs. Vous, bien sûr, vous les avez sous les yeux, mais on fera un tableau récapitulatif à la fin. Alors, on va comparer uniquement, notez-le déjà dans le coin ou au tout début de la question, on ne comparera que les surplus des consommateurs. Okay, c'est ça qui va nous intéresser. On pourrait le faire pour le producteur, mais en fait, en ne le faisant que pour le consommateur, on peut en déduire facilement l'impact sur le surplus du producteur. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le surplus des consommateurs augmente, le surplus des producteurs diminue. Donc c'est pour ça qu'on ne fera que le surplus des consommateurs, la comparaison en termes de surplus de la demande. Voilà, notez-le comme ça pour ne pas être surpris. Alors le prix, vous remplacez les quantités dans la fonction de demande et vous trouvez le prix du monopole de 35. Voilà ce que donne la tarification au monopole. C'est pas fini, on va calculer le profit, mais là on a les valeurs d'équilibre. De toute façon, pour chaque tarification, on va tout faire. Hein. Quantité, prix, profit, surplus du consommateur. Et après, on fera un tableau récapitulatif. Et on fera aussi un graphique à chaque fois. Comme ça, vous avez tout. Et après, moi, je peux faire la sieste. Alors, le profit. Bon, c'est toujours la même formule, je la rappelle une fois. Hein. Donc, c'est P fois Q moins CT de Q. Donc, vous remplacez un P et Q dans les fonctions de coût, etc., etc. Et vous allez trouver 112,5. Ok. Alors, en termes graphiques, l'équilibre du monopole. Demande. Recette marginale. Alors ici, attention, le coût marginal, il vaut 10, donc il est constant. Donc faites une droite horizontale, enfin, faites-la plus horizontale que moi, c'est sûr. L'équilibre, il est ici, donc on a les quantités 12,5. Le prix, on remonte à la demande, on a 35. Et donc le surplus des consommateurs est donné par ce tout petit triangle rectangle qui est ici, que je colorie en rouge. Donc il est donné par l'aire de ce petit triangle rectangle. Alors le maximum c'est 60. Hein. Okay. L'ordonnée à l'origine, je remplace Q par 0, ça fait 60. Tout en haut. Ouais. Donc le surplus, on avait déjà donné la formule. Hein. On doit déterminer l'aire d'un triangle rectangle, donc c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc on aura 60 moins 35 multiplié par la largeur 12,5 sur 2. « 156,25. 156,25 unités d'air. Ok? Tout petit. Là, on a tout. Et on fera ça pour chaque tarification. Bien, mettez sur pause. Alors, deuxième tarification. À quel tarif le monopole, quel autre tarif le monopole pourrait-il utiliser, pourrait-il appliquer? Eh bien, il pourra appliquer le tarif de la concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tarification au coût marginal. Et notez entre parenthèses que c'est la tarification de la CPP. Il ne le fera pas, mais il peut le faire. Là, on doit juste faire la liste des différentes tarifications possibles. On n'a jamais dit que c'est le cas dans la réalité. Donc il pourrait se dire, tiens, je vais faire plaisir aux consommateurs, parce que vous le savez qu'en CPP, le surplus des consommateurs est maximisé. Et donc, voilà, je vais tarifer au coût marginal. Donc la tarification au coût marginal, c'est celle de CPP, c'est-à-dire lorsque le prix est égal au coût marginal. On est d'accord, hein? En CPP,
on maximise le profit lorsque le prix est égal au coût marginal. Donc le prix, bien sûr, reflète la fonction demande. Et le coût marginal vaut toujours 10. On va noter QC, quantité de la concurrence. Vous allez trouver 25. Le prix de concurrence que vous remplacez dans la demande, vous allez trouver 10. Vous, ce qui est bien, c'est que tout au long des tarifications, vous avez les valeurs d'équilibre sous les yeux. Donc vous pouvez déjà vous dire quelle situation est préférable pour le producteur, pour le consommateur. Okay, moi, je le ferai à la fin avec le tableau récapitulatif. Alors le profit, on fera 25 fois 10 moins 10 fois 25 plus 200. Et attention, il sera négatif. Moins 200. Aïe. C'est pas terrible pour le monopole de tarifer à la CPP. Je vous l'accorde. Moins 200. Profit négatif, donc bien sûr c'est une situation qui est inenvisageable. Mais il pourrait le faire. Dans un élan de sympathie. Alors l'équilibre, là on a besoin que de la demande et du coût marginal. Et l'intersection des deux nous donne les valeurs d'équilibre. Donc le prix est égal à 10. Oh tiens, le prix est égal au coût marginal. Vous avez vu? Vous avez compris? Prix égal au coût marginal. Et les quantités de 25. Donc ne soyez pas surpris par le fait que le prix est égal au coût marginal. C'est un moyen de vérifier vos résultats. Puisqu'on a dit que le prix doit être égal au coût marginal. Donc là on a toujours 60, hein, le prix maximal, maximum. Et donc le surplus est donné par ce triangle rectangle, ce grand triangle rectangle, qui est en rouge. Surplus des consommateurs. Et donc l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc on aura 60 moins 10 fois 25 sur 2. Okay. Longueur, 60 moins 10, largeur, 25, et on divise par 2. Et là, vous allez obtenir 625. Ce qui est énorme par rapport à la tarification au monopole. Alors, vous allez voir, la prochaine tarification, elle est géniale. Enfin. Où j'ai mis mon mouchoir, là. Donc, on verra bien sûr, je le dis tout de suite, que la tarification au coût marginal est la préférable pour les consommateurs, mais la plus détestable pour le monopole. Ouais. Et donc, mettez sur pause, le monopole, il pourrait se dire, tiens, je vais faire une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que je vais être sympa avec les consommateurs, je vais leur donner un plus grand surplus que celui dont ils disposeraient si je tarifais au monopole, hein, mais je ne veux pas être trop sympa au point d'avoir un profit qui est négatif pour moi. Vous voyez? Parce que en CPP, le profit est négatif, par contre les consommateurs sont contents au maximum, et au monopole, c'est l'inverse. Le surplus est très faible, par contre l'entreprise se fait un grand profit. Et donc elle va se dire, bon, je veux être sympa, mais pas trop. Alors, on appelle ça la tarification au coût moyen. Vous allez comprendre. Je ne le dis pas tout de suite, c'est avec les résultats que vous allez comprendre. C'est quoi la tarification? C'est tout simplement d'égaliser le prix au coût moyen. C'est-à-dire que le prix sera égal au coût moyen. Donc 60 moins 2Q égale à 10 plus 200 sur Q. On avait déjà déterminé la fonction de coût moyen. Oula, ça sent le polynôme du second degré, ça. Ici, je vais mettre sur le même dénominateur, donc sur Q, donc on aura 60 moins 2Q égale à 10Q plus 200 sur Q.
Je fais passer le Q de l'autre côté, donc on multiplie. Alors je le fais tout de suite, hein, on multiplie par Q, donc on aura 60Q moins 2Q carré égale 10Q plus 200. Et effectivement, ça sent le second degré. On fait tout passer à gauche. Donc 60Q moins 2Q carré moins 10Q moins 200 égale 0. Et on regroupe. Et j'ordonne tout de suite. Donc je mets le carré au début. Donc moins 2Q carré plus 50Q moins 200 égale 0. Donc retenez, juste mettez entre parenthèses ici, que la tarification au coût moyen, c'est d'augmenter le surplus des consommateurs, c'est-à-dire, c'est ce que je vous avais dit, hein, le monopole veut faire un peu plus plaisir aux consommateurs que la tarification au monopole, où il maximise son profit. Donc le but, c'est d'augmenter le surplus du consommateur par rapport à la tarification au monopole. Mais vous allez voir, pas trop non plus au point d'avoir des profits négatifs. C'est un entre-deux. Donc vous calculez le discriminant. Enfin bref, je ne l'ai pas noté parce que vous calculez le discriminant, vous avez un discriminant qui est positif et vous avez deux solutions. Alors vous aurez Q1 égale 5 et Q2 égale 20. Oh là, j'ai deux quantités différentes. On va voir laquelle on va choisir. Pour chaque quantité, vous déterminez le prix en remplaçant dans la fonction de demande. Donc là, on aura 50. Et là, on aura 20. Alors, quel couple de valeurs on choisit? Je vous rappelle qu'en monopole, hein, c'est-à-dire la situation, la tarification qui maximise le profit des entreprises et qui est la situation la pire pour les consommateurs. On va dire, enfin, la pire. Il y a pire, mais bon, dans le cadre de l'exercice, c'est la pire des situations pour le consommateur. Et pourtant, le prix était de 40. Regardez la tarification monopole, le prix... non, attendez, pardon, autant pour moi. Le prix est de 35, pardon. Le prix est de 35. Étant donné que la tarification est faite pour améliorer un peu la situation des consommateurs, il ne va pas aller fixer un prix de 50. Alors que le prix du monopole est déjà de 35. Ça voudrait dire que s'il tarifie à 5 et 50, il vend encore moins qu'en monopole et il vend encore plus cher que la tarification au monopole. Donc c'est absurde. On choisit bien sûr la deuxième solution. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est que si vous regardez le prix de 20 là, il est compris. Donc P2, il est supérieur au prix concurrentiel et inférieur au prix du monopole. Vérifiez avec les valeurs qu'on a trouvées pour les deux tarifications précédentes. Vous verrez, donc ça veut bien dire, c'est ce que je disais depuis le début, la tarification au coût moyen est un entre-deux entre la CPP et le monopole. Donc c'est bien, c'est conforme à ce qu'on voulait. Et pareil pour les quantités. Q2 donc est supérieur à QM, attention ici, et inférieur à QC. Notez ça. Ok. Bon, et le profit dans tout ça, bon, on va le calculer. Donc c'est 20 fois 20 moins 10 fois 20 plus 200. Eh bien, ça fait 0. Je suis sympa, mais je n'accepte pas des profits négatifs. Et bien sûr, notez que ça, c'est une propriété de la tarification au coût moyen. Lorsque vous tarifez au coût moyen, le profit est toujours égal à 0.
Alors, petit graphique. Donc la demande. Et donc là, puisque l'équilibre s'obtient prix égal coût moyen, nous allons représenter le coût moyen. En fait, le coût moyen, vous pouvez le faire si vous avez du papier à carreaux, hein, si vous voulez le faire correctement. Il sera comme ça. On avait dit qu'il était décroissant, hein, il était tout le temps décroissant. Donc je ne devrais même pas remonter un petit peu. En fait, on aura une asymptote horizontale, mais ça, on s'en fout. Alors, du coup, le coût moyen coupe 2 fois la demande. C'est normal. On avait un polynôme du second degré. Et on avait trouvé 2 couples de solutions. Bah, et voilà les 2 couples de solutions. On avait notre 50. Et oui, notre 5. On avait dit ça, on n'en veut pas. Et ici, on a notre 20 et 20. Donc il est là, l'équilibre. C'est le couple 20-20. Eh oui. Donc le prix maximal est toujours de 60. Vous avez vu, hein, on a représenté les 2 solutions. Les 2 racines du polynôme. Bon, j'aurais pas dû mettre en rouge parce que c'est pas un équilibre, mais bon. Et donc le surplus des consommateurs, bah, c'est toujours pareil. Hein. On aura ce triangle rectangle qui est en noir. Oui, ne soyez pas surpris qu'on assure la partie du coût moyen. Hein. Ça, on s'en fout le coût moyen maintenant pour le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, c'est la différence entre la courbe de demande, hein, et l'équilibre du marché. Donc, triangle rectangle. Donc, maintenant, on est habitué. 60 moins 20 fois 20 divisé par 2. Ça fait 400. Et on vérifie que le surplus du consommateur en tarification au coût moyen est supérieur au surplus du consommateur en monopole, mais est inférieur au surplus du consommateur en CPP. C'est QFD. C'est ce qu'on disait depuis le début. C'est un entre-deux. Ça va. Bien, mettez sur pause. Voilà, la dernière, bon, la dernière, vous la retenez, et puis voilà. Voilà. Vous savez qu'elle existe. C'est la tarification au maximum de la recette totale. Au maximum du chiffre d'affaires, finalement. Bah, ce sont des synonymes, hein, chiffre d'affaires et recette totale en microéconomie. Bah, d'ailleurs, même en gestion. Donc là, le but, c'est de maximiser le chiffre d'affaires. Bon, je vous rappelle que le chiffre d'affaires, c'est P fois Q. P, c'est la demande, fois Q. On développe, ça fait 60Q moins 2Q carré. Voilà, ça, c'est la fonction de recette totale. Et moi, je veux la maximiser. Comment maximiser? Je l'avais déjà répété dans plusieurs vidéos. Il suffit d'annuler la dérivée, c'est-à-dire RT' égale 0. Un maximum est obtenu lorsque la dérivée est nulle, la tangente est horizontale. Nous savons que c'est un maximum et pas un minimum, parce que la fonction de recette totale, c'est un polynôme du second degré. Oui, programme de première. Hein. C'est un polynôme du second degré qui dépend des quantités, dont la variable c'est Q. Or, un polynôme
dont le signe de A est négatif, dont A est négatif, aura cette forme-là. Alors, vous pouvez continuer à descendre, hein, si vous voulez. Donc, on sait que le maximum, il est ici. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas de minimum. En annulant la dérivée, on ne peut obtenir que ce maximum ici. Alors, la dérivée de 60Q moins 2Q carré, bah, ça fait 60 moins 4Q. Et donc, vous trouvez Q égale 15. Et donc, le prix est égal à 30. Ok. Bon, on va faire profit et surplus, hein, mais voilà. C'est quoi l'autre nom de la dérivée de la recette totale? C'est la recette marginale. Voilà. C'est important de le dire pour le graphique. Donc la tarification consiste à annuler la recette marginale. Donc à maximiser la recette totale. Et voilà le couple à l'équilibre. Alors je vais effacer celui-là pour pouvoir faire un graphique. Donc on a la demande et on a la recette marginale. Et c'est suffisant, hein, de représenter rien d'autre. Bah, RM est égal à 0 pour Q égale 15. RM est égal à 0, donc Q vaut 15. Et pour le prix, vous remontez sur la courbe de demande et vous avez vos 30 qui sont ici. Voilà le point d'équilibre. Ça va? Et donc le surplus, de là on a 60, c'est ce petit triangle rectangle qui est en noir. Et donc ça fait 60 moins 30 fois 15 sur 2, ce qui fait 225. La tarification au maximum du chiffre d'affaires est aussi un entre-deux entre le monopole et la CPP, mais c'est un entre-deux qui est moins intéressant que celui du coût moyen. C'est pour ça que vous voyez, ça m'intéresse moins et j'accélère un petit peu. Puis bon, ça fait 3 fois qu'on fait ça, donc je pense que c'est rentré dans cette vidéo. Hein. Eh bien, c'est le moment de faire notre tableau récapitulatif. Soit vous allez avoir un beau tableau, hein, pour pouvoir réviser cet exercice tranquillement. Le pire, c'est que je ne l'ai même pas fait. Je pensais l'avoir fait sur ma feuille, mais on va le faire en direct, ensemble. Bien, mettez sur pause. Alors, j'ai 4 tarifications. Une, 2, 3, 4. Donc, la tarification au monopole, la tarification au coût marginal, la tarification au coût moyen et la tarification au maximum de la recette totale. Ce qui nous intéresse, ce sont les quantités, le prix d'équilibre, le profit et le surplus du consommateur. Et donc cette partie, 12,5, 35, 112,5, 156, 25. 25
10, moins 200, 625. 20, 20, 0, 400. Et 15, 30. Ah oui, on n'a pas calculé le profit. Bien vu, peut-être que certains s'en sont rendus compte. Il sera de 100. Hein, je donne la valeur. Et le surplus, il est de 225. Voilà. Donc là, vous pouvez commenter dans tous les sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, effectivement, le surplus est maximisé pour la tarification de la CPP, minimisé pour le cas du monopole. Ici, nous avons des entre-deux. Par contre, le profit, eh bien, regardez, le profit est maximisé pour la tarification au monopole, est négatif pour la CPP, nul pour le coût moyen, et on a un entre-deux pour la maximisation de RT. Et puis après, vous pouvez aussi vous amuser avec les quantités et les prix. Hein. De toute façon, on avait déjà fait les commentaires. Vous avez des entre-deux. Donc, bien sûr, vous aurez compris que celle-ci est la tarification préférée du producteur. Peut-être pour ceux qui ont regardé ma vidéo, l'inefficacité du monopole par rapport à la concurrence pure et parfaite, eh bien, vous aurez certainement remarqué pourquoi maintenant, là avec un exercice comme ici, pourquoi le monopole est inefficace pour les consommateurs. C'est certes la tarification préférée du producteur, mais c'est catastrophique en termes de surplus. Celle-ci, c'est bien sûr la tarification préférée des consommateurs. Et ici, vous avez ce qu'on peut appeler un entre-deux. Sachez, je le dis tout de suite, que les situations d'oligopole sont aussi des entre-deux. C'est-à-dire le duopole de Cournot-Nash, le duopole de Stackelberg, la concurrence imparfaite. Ensuite, parce que comme ça fait un petit moment, ça, je n'ai pas encore tout révisé. Enfin bon, tout ce que vous avez vu peut-être en cours. Voilà, ce sont aussi des entre-deux. Donc le monopole, c'est la pire pour les consommateurs. Hein. Voilà. Hein, pas mal, hein, ces exercices. On a été jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.